Bon, la partie qui reste maintenant, c'est la base de données. Donc, il faut démarrer le service de MySQL là. Pour moi, c'est démarré. Et je peux également utiliser l'interface d'administration d'une base de données MySQL à partir de PHPMyAdmin. Je démarre. Voilà. En principe, si le XAMPP est démarré, si votre serveur est démarré, vous devez avoir ceci. Un exemple là, on aura Apache qui est démarré. Parce que là, j'ai fait un run des deux. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas Apache même, mais c'est la partie base de données. Quel est le problème aujourd'hui? C'est lent ça. De toute façon, le dashboard va démarrer et vous cliquez sur PHPMyAdmin. Mais moi, j'avais déjà ancré ces éléments ici. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle PHPMyAdmin. C'est une interface d'administration de base de données MySQL et les bases de données qui doivent être créées. C'est à ce niveau-là. Là, ce sont mes bases que j'ai créées. À chaque fois que je veux créer une nouvelle base, vous cliquez sur base de données et vous donnez le nom. Voilà. Donc, l'interface qui est là, je crois que vous avez une fois au moins utilisé cette interface-là. Donc, je vais faire un petit zoom, que ce soit un peu plus clair. Donc, voici l'interface. À gauche, nous avons les bases. Si vous voulez également, vous pouvez cliquer sur nouvelle base ou encore là. Donc, là, je vais cliquer sur base de données et je n'ai ici nom de la base. Pour cela, je reviens ici dans mon code source. Dans DB, on avait déjà donné ici un nom de base. On l'avait appelé Syntrans. Moi, je vais l'appeler Syntrans RSI RT. Et je vais faire ça. Syntrans RSI RT. Voilà. C'est-à-dire réseau et réseau système et télécom. Donc, je copie ce nom-là, parce que c'est la base que nous devons créer, là, et je colle. Voilà, donc, c'est ça la base de données. Je clique sur créer. Voilà, la base est créée, mais c'est vide, il n'y a pas de table. C'est cette base-là. Maintenant, ce que nous allons faire, on va créer 4 tables. Mais il faut comprendre déjà comment créer la base. Nous devons créer par les tables qui n'ont pas de clés étrangères. Dans le système, nous avons type localité et user. Ce sont ces deux qu'on doit créer d'abord. Après la création de type localité et user, on passe à la création de localité et enfin on termine par bus en fonction de notre système parce que c'est là les entités. On peut même voir les éléments ici. Si vous regardez très bien dans user, il n'y a pas de clé étrangère. C'est une table à créer. Dans type localité, il n'y a pas de clé étrangère, c'est une table à créer. Dans localité, il y a deux clés étrangères, donc vous ne pouvez pas créer localité si ces deux n'existent pas. Donc vous devez d'abord commencer par la création de user et de type localité, ensuite localité. Enfin, dans bus, vous avez vu qu'il y a localité, ce qui fait le même principe. Vous ne pouvez pas créer la table bus et bien paramétrer la table bus si il n'y a pas de table localité. Donc on va commencer par ces deux tables, user et localité. Donc je commence d'abord par user. Ok, donc si je reviens au niveau de l'interface, je vais créer une table nommée user. Cette table aura combien de champs? 5 champs. 5. J'exécute. Et je vais commencer maintenant à saisir mes informations. Il y a l'ID, le nom, prénom, email,
et mot de passe, password. Voilà. Donc, l'ID, c'est int, rien à faire. Le nom, c'est varchar, ça dit c'est chaîne. Mais les strings, dans la base de données, c'est soit varchar ou bien texte. Texte, c'est pour les paragraphes. Mais ici, on peut avoir varchar. Et pour les varchar, la taille max, c'est 255 caractères. Si vous devez avoir plus de 255 comme 300, 400, 500 caractères, dans ce cas, sélectionnez texte, le type qui est là. Mais ici, le prénom, le nom, 250, même c'est max. C'est trop même. Voilà, donc on peut prendre partout, à savoir nom, prénom, email, password, varchar. C'est-à-dire chaîne de caractères. Ensuite, pour les chaînes maintenant, vous avez obligation de préciser la taille ici. Mais pour les entiers, c'est pas grave. On peut laisser par défaut. Là, je vais mettre partout 200 caractères parce que la taille max c'est 255. Oui, le prénom, même, je peux prendre ça à 250. Password 200. Voilà. Donc, nom 200. Prénom 255. Email 200. Password 200. Ensuite, là, c'est bon. Je veux que l'email soit unique. L'email. Je ne veux pas que deux utilisateurs se connectent avec le même mail. Dans ce cas, je vais parcourir ici, au niveau de l'index, je sélectionne unique. Ceci veut dire quoi? Si vous enregistrez dans la base de données un utilisateur avec un mail, vous entrez un autre user avec le même mail, la base va refuser l'enregistrement. Il va seulement accepter le premier user. C'est ça ce qu'on appelle l'unicité des valeurs. Ici, unique. L'email est unique. Ensuite, l'identifiant qui est là, c'est-à-dire ID, et clé primaire. Je vais parcourir ici pour sélectionner primary. Vous savez c'est quoi une clé primaire? La clé primaire également a par défaut une propriété, c'est-à-dire c'est à la fois unique et index. Vous ne pouvez pas avoir une clé primaire dupliquée, non. Les 1, les 2 que je sais, ça qu'on appelle les clés primaires. Les clés, ça continue. Maintenant, pour dire que moi, je ne veux pas gérer en fait en numérotant 1, 2, 3, 4, je peux dire à la base, est-ce que tu peux me gérer cette partie? Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle l'auto-incrément. On coche ça. Ce qui fait que moi, si j'enregistre, tout ce que j'ai à donner, c'est le nom, le prénom, l'email, password, la base va incrémenter automatiquement. C'est-à-dire, nous, on ne gère pas l'ID. Et ça, on l'a bien géré dans les requêtes SQL parce que si vous regardez très bien, le plus souvent, si on gérait dans les insertions, c'est nul. Le nul veut dire quoi? La base de données va me gérer l'incrément, en fait, l'auto-incrément. Donc, si je reviens ici, l'ID, c'est int. Le nom, c'est varchar avec une taille. C'est obligatoire pour les varchar, il faut toujours une taille. Le prénom, c'est varchar taille 250. L'email, varchar 200. Password, varchar 200. Ensuite, le mail, c'est unique. Je coche unique ici au niveau de la colonne index. Ici, unique. L'ID, c'est clé primaire. Je sélectionne primary, mais en même temps également, c'est auto-incrément pour l'ID. Voilà. C'est bon, si c'est bon pour vous, on peut vous cliquer sur enregistrer. C'est bon? Oui? Hein? Oui. Oui, effectivement. Les interclassements en général, je peux même cliquer, on va essayer de découvrir le contenu. Ça, c'est l'encodage des données. C'est-à-dire, au niveau de la base de données, si vous voulez sauvegarder les accents aigus, accents graves, il faut choisir UTF-8. C'est-à-dire, c'est encodage des données en fait. Quoi. Parce que les données à saisir dans la base, ça dépend des langues. Il y a des langues en anglais où il n'y a pas beaucoup d'accents aigus, d'accents graves, etc. Mais si vous manipulez un exemple, la langue française en général, il faut avoir l'habitude d'utiliser interclassement UTF-8. Voilà, c'est pour l'encodage des données. Quoi. Ouais. Mais pas des problèmes, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Ensuite, également, si peut-être, un exemple, si vous gérez un système d'information qui doit... Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas sauvegardé et j'ai quitté. Ok, ça revient. Non, j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Hein. Là-bas, ça s'appelait comment encore? C'est un transfert. Voilà, c'est ça. Mais il va falloir refaire. Hein.
Ok, je vais sauvegarder quoi. Donc, je saisis encore user, nombre de champs 5, enregistré. ID, ensuite, nom, prénom, email et password. Là, nous avons varchar, 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 varchar. Et pour les varchar, c'est une obligation. Un exemple, si j'essaie, suivez, si j'essaie d'enregistrer ça, et on me dit non, 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 il y a des champs qui sont vides. Vous avez vu ceci? Merci de saisir la longueur vide. Pour les varchar, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas sauvegarder tant que vous ne mettez pas de valeur pour les varchar. Voilà, 200, 200. Ensuite, l'ID, c'est pas grave, hein, par défaut, c'est 11. L'email, on avait dit que. Non. Quoi ça? User 5. Password. Ok. Et là, c'est primary, clé primaire. On gauche également AI. Pour l'email, c'est unique. Après ceci, maintenant, on peut cliquer sur sauvegarder. Très bien. Là, on vient de créer une table dans la base. Ici, ça dépend de vos versions, hein. Vous pouvez avoir le concepteur même pour voir la représentation. Les tables sont là. Si vous sélectionnez la base, on va vous montrer cette table-là. Mais si vous voulez, vous pouvez venir ici et rechercher concepteur. On va vous représenter la table dans ce format-là. Donc, le format diagramme avec les éléments qui sont bien. Ok, donc on va revenir sur ça. Ensuite, bon, on sélectionne à nouveau la base. On a ici la table user. Et vous pouvez voir en fait la structure de la table user. Cette structure, c'est quoi? C'est que l'ID c'est int, le nom c'est varchar de 200, le prénom varchar de 200, l'email c'est unique, le password varchar. Maintenant, peut-être si vous vous trompez sur le nom des informations d'une colonne ou bien des informations à modifier, vous pouvez cliquer ici sur modifier. Là. Après, vous modifiez. Là. Pour moi, vous pouvez revenir. Et l'auto-incrément, il faut toujours vérifier qu'au niveau de extra, c'est bien noté ici auto-incrément. On en a besoin pour certaines classes. Pour certaines tables quand même, c'est le cas de user. Parce que vous ne pouvez pas numéroter et savoir le nombre d'utilisateurs qui sont inscrits dans une application. Ce n'est pas possible. Mieux vaut laisser la base de données te gérer les numéros des utilisateurs. Et vous, vous gérez l'email. Parce que c'est le plus important pour un utilisateur. Voilà. Les mails sont bien filtrés. On sait que les mails sont valides. En même temps, également, c'est unique. Là, on peut avoir toutes les informations de user. Ensuite, on va créer une deuxième table. On sélectionne à nouveau ici la base. Oui. Au niveau de password, oui. Oui, normalement, oui, mais non, pas normalement. Hein. C'est au choix. Ça dépend. Oui. Oui, mais c'est un choix seulement. Maintenant, si vous voulez crypter en PHP, bon, pas en PHP, en MySQL, il y a. C'est pas une fonction de cryptage, hein, c'est une fonction de hachage. Si vous voulez crypter, c'est à vous de créer l'algo de cryptage. Ici, la fonction qui est là, c'est une fonction de hachage. C'est des fonctions aller sans retour. C'est MD5. MD5, vous mettez un mot de passe, même l'administrateur même ne peut plus se souvenir de ce mot de passe-là. Il y en a, hein, ici. Un exemple, si je viens ici, non, pas parcourir, structure. Mais son choix seulement, ça dépend du système, hein, c'est pas une obligation de crypter.
Je clique ici sur modifier. Voilà. Les informations, c'est là. Bon, ou bien, regardez très bien. Quand je clique sur ajouter la ligne, au niveau de password, je peux cliquer ici et choisir. Voilà. Il y a des scripts, etc. Une fonction de hachage nommée MD5. Cette fonction permet de crypter les données. Les cryptes, c'est pas à la création, mais à l'insertion maintenant qu'il faut dire que je dois crypter les informations. Parce que quel que soit la valeur qui sera insérée, cryptée ou pas, c'est un rachat. Donc lors de l'insertion, c'est là où on met ça, c'est un choix seulement. Et là, ça également, même tu peux ne pas le gérer ici, hein, tu le gères à partir du langage de programmation Java. Java crypte et envoie maintenant l'information qui est cryptée. Et quand Java récupère également, c'est Java qui doit décrypter. La base ne fait que sauvegarder les données. Crypté ou pas crypté. C'est le langage maintenant qui doit crypter et envoyer. S'il reçoit également, il décrypte et il lit. Voilà. Ça, c'est côté langage de programmation. Voilà. Même vous voyez que même ici, si je veux insérer, je peux même tester. Hein. Je vais mettre ici passer. Bon, le nom, je vais mettre ici. Le prénom. Le mail, je vais mettre easy.sl. Ça, c'est une fonction de hassage. Là, j'ai écrit passer. J'exécute. C'est inséré. Je reviens. Je regarde le mot de passe. Je vis. Dans l'insertion maintenant qu'on crypte, ça, c'est le langage de programmation qui crypte les données. Voilà. C'est haché quoi. Bien que c'est passé, mais et ceci, c'est utilisé de temps en temps, même ici. Hein. Parfois, vous cliquez sur une information, vous ne pouvez pas lire parce que c'est haché quoi. Soit c'est haché ou bien c'est crypté. Mais ça, c'est l'information en fait qu'on manipule. Mais le stockage, oui. Uh-huh. Oui. MD5, bien sûr. PHP également une fonction MD5. Tous les langages ont des fonctions MD5 maintenant pour transformer ça en interne. Mais il ne décrypte pas. MD5 va seulement te dire quoi? Ce que j'ai reçu, c'est au format MD5. Tu vas saisir quelque chose, je vais être en format MD5 et je compare MD5 entre comme MD5. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est quoi? Récupérer cette information et donner la vraie valeur. C'est plus possible. Ça, une fonction d'hachage. Cette valeur-là, tu ne peux plus savoir que c'est passé. Personne ne peut pas savoir. Mais quand même, le langage peut le savoir en passant MD5 avec des comparaisons. C'est ça. Ok, bon, ça c'est la table user. Bon, il a un peu anticipé. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est au niveau création de la base. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est bien créer la base avec les cohérences. Après, on va revenir sur ces détails. Hein. Après, bon, on peut crypter, faire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est manipulation et données, quoi, avec l'application. Ensuite, on va passer maintenant à la création de la deuxième. Bon, je vais arrêter la vidéo au moins. Sinon, ça sera trop long quand même.